Virginia Woolf écrivait en 1929 « Il est indispensable qu'une femme possède quelque argent et une chambre à soi si elle veut écrire une œuvre de fiction. » Ce à quoi Beyoncé et ses acolytes de Destiny's Child répondaient en 2001 « Je paye mon propre plaisir, je paye mes factures, dans une relation égalitaire 50-50. La chaussure à mon pied, je la paye, mon logement, je le paye, parce que je suis indépendante. » Ces deux exemples, simplement pour souligner à nouveau que la question de l'indépendance financière des femmes apparaît depuis longtemps dans la littérature et la pop culture, en miroir à ce qui se passe aussi au sein des mouvements féministes. Pour pouvoir faire ses choix de vie, avoir une relation de couple plus égalitaire, une femme doit, entre autres choses, disposer de son propre argent et de ne pas dépendre d'autrui pour ses besoins de base. L'indépendance économique constitue donc très tôt une des revendications des mouvements féministes, principalement les mouvements qui ne se limitaient pas à réclamer des droits politiques et une égalité formelle dans la loi. Cette revendication est parfois moins mise à l'agenda que d'autres dénonciations pourtant absolument nécessaires, telles que les violences physiques ou l'exigence de droits politiques, probablement parce qu'elle remet aussi en question tout le fondement économique de notre société. Ces revendications est pourtant primordiale. En effet, et on le sait tous quand on y pense 2 minutes, mais il vaut mieux le dire, les femmes ne vont pas pleinement prendre leur place politique si elles doivent avant tout se préoccuper de ce qu'elles vont donner à manger à leurs enfants, ni pouvoir se défaire d'un compagnon violent si elles n'ont pas de quoi se payer un logement ou même un foyer d'accueil. Donc effectivement, il est illusoire de croire qu'en tant que femme, on va prendre notre place en politique ou ailleurs dans l'espace public si on n'a pas de quoi nourrir nos enfants ni les faire garder. Quelle horreur. Cette question est parfois évacuée un peu rapidement et pourtant aujourd'hui encore, les difficultés économiques spécifiques aux femmes sont criantes. Ainsi, en matière de pension, 1/3 des femmes ont des revenus inférieurs à 750 € de pension par mois. 1/3 des femmes. Et le calcul qui est opéré actuellement de la carrière complète sur 45 ans a empiré la situation. De même, les nouvelles mesures de contrôle des bénéficiaires de la GRAPA touchent dès lors majoritairement des femmes, comme cela a été dénoncé encore récemment dans la presse. Le statut de cohabitant rabote des revenus de chômage de nombreuses femmes qui ont pourtant pleinement cotisé par le passé. Ce sont quelques exemples qui sont tirés de lois prétendument neutres qui pourtant, dans leur application, touchent spécifiquement les femmes et spécifiquement leur portefeuille et leur indépendance économique. Souvent, on explique ces différences économiques par des choix individuels que les femmes poseraient et que si elles n'avaient pas fait d'enfants, si elles avaient fait un autre boulot qui payait mieux, si elles avaient accepté de ne pas prendre un temps partiel, tout ça irait mieux. En tant que féministe, on apprend petit à petit à déconstruire cette notion de choix individuel pour repenser la société dans son ensemble. Et c'est en ce sens que le féminisme nous invite à réfléchir à la façon dont la société fonctionne et à en déconstruire les mécanismes. Dans notre code, comme vous pouvez le voir, ce sont des enjeux très larges. Et donc, la section relative aux droits socio-économiques et culturels touche des sujets variés. Et je suis vraiment ravie de vous la présenter. On y commente tout d'abord de façon plus ou moins attendue des lois qui encadrent les prestations de travail. Par exemple, la directive européenne qui encadre l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, la protection de la maternité en droit du travail, la loi contre l'écart salarial ou les questions relatives au harcèlement moral ou sexuel au travail. Le Code évoque également le droit à l'intégration sociale et à l'aide sociale, car l'application des lois relatives au CPAS porte également préjudice aux droits des femmes. Une analyse féministe des questions de pension est présente également. D'autres textes sont peut-être moins attendus, surprendront peut-être plus, et je vous invite d'autant plus à en prendre connaissance, car elles commandent certaines législations dont la lecture féministe n'est pas forcément intuitive. Ce code aborde ainsi la Charte sociale européenne, mais propose également quelques réflexions quant au code pénal social, ou également l'une des directives européennes relatives à la fourniture de biens et services.
On y retrouve également un commentaire particulièrement instructif quant au tarif de prime d'assurance vie. Oui, oui. Et enfin, le décret de la communauté française concernant les médias audiovisuels est également analysé en tant qu'outil pour lutter contre le sexisme dans les médias. Beaucoup de lectures, donc, que nous espérons inspirantes pour tout le monde. Je souhaiterais passer maintenant la parole à Valérie Laudevoet, qui est directrice de l'Université des femmes. L'Université des femmes est une organisation qui a principalement des missions d'enseignement et de formation et qui vise à la déconstruction d'un savoir dominant, à la fois bourgeois et patriarcal, qui fournit une légitimité à d'injustifiables rapports sociaux de classe et de sexe. C'est sur leur site internet, je n'invente rien. Valérie a également participé à la rédaction de ce code. Elle était donc particulièrement désignée pour une intervention qu'elle a choisie portant sur la déconstruction de certaines législations prétendument neutres, mais dont l'application à notre société inégalitaire participe à maintenir et creuser certaines inégalités. Elle a choisi d'évoquer les différentes matières qui entourent la mise en couple hétérosexuelle, et en quoi cette mise en couple, de façon peut-être contre-intuitive, en tout cas pour moi, elle l'était à la base, en quoi cette mise en couple appauvrit en réalité les femmes également. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement Valérie au nom de Femenlo, puisqu'elle a été depuis le début un soutien et une oreille attentive, mais aussi une source, une richesse pour la création de notre association. Et je vous recommande aussi la chronique féministe, publiée par l'Université des femmes. L'un des derniers numéros s'appelle « Les bons comptes font l'indépendance » et parle spécifiquement, si ça vous intéresse, de certaines questions qui se trouvent dans le code également. Voilà, bonne soirée. Voilà, merci Laïla, elle a presque fait tout le boulot pour moi en fait. Donc, à mon avis, je suis la seule qui ne soit pas juriste dans les intervenantes. Donc moi, je ne suis qu'une stupide sociologue. Voilà, et donc je suis, comme vous le savez, féministe professionnelle, mais ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Alors, la question socio-économique, elle se joue de manière très différente pour les femmes et pour les hommes. Les conditions matérielles des femmes restant très largement moins importantes, moins bonnes que celles des hommes encore aujourd'hui. Si l'on entend souvent dire que le divorce appauvrit les femmes, les féministes travaillant les questions économiques et sociales d'un point de vue donc sexué ont au contraire affirmé que c'est le mariage ou la mise en couple hétérosexuelle qui appauvrit les femmes. En effet, les femmes qui n'ont pas de conjoint ne sont pas incitées à diminuer leur temps de travail, encore moins si elles n'ont pas d'enfants, elles ne sont pas payées moins que leurs conjoints du fait de leur situation familiale. En fait, si on aborde la sous-dotation des femmes, il faut de manière dialectique aborder la surdotation des hommes. Ces situations sont également dues à des ressorts juridiques et ou à des modèles économiques, et parmi ces derniers, la notion de ménage. Alors vous connaissez toutes et tous cette notion de ménage, qui est dite comme constituant le cache-sexe, par nous féministes, de la précarité individuelle des femmes en couple. Les femmes et les hommes ne sont plus alors des sujets, en pleine disposition de droits égaux, mais des parties d'un tout, et comme le disait Oscar Wilde, grand féministe, vous l'imaginez, être en couple, c'est ne faire qu'un, oui, mais lequel ? Alors, si on écoute les femmes, ce qui est un peu mon métier, eh bien, on peut entendre des expressions recueillies auprès d'elles, dont la plus exemplative, je pense, serait « Mon ex-mari et moi, nous avions pris la décision commune, mon ex-mari et moi, nous avions pris la décision commune que j'arrêterais de travailler pour m'occuper des enfants, qui nous montre qui est ce lequel dont parlait Oscar ». La notion de ménage, c'est aussi l'indicateur utilisé en économétrie et le critère d'attribution de prestations d'aide sociale diverses. C'est une notion qui invisibilise les situations des femmes, comme l'ont montré notamment Daniel Mulders et Siléo Dorcaille dans « Lorsque seul le ménage compte, variation autour de la pauvreté des ménages et des individus en Europe ». Elles se sont hâtées dans cet article à montrer qu'en fait, le ménage vraiment peut comporter un mari riche et une femme pauvre. Et que donc, à la séparation, si on n'a pas une répartition des capitaux communs, on peut avoir des trajectoires qui sont très différentes et les femmes repartent vers la pauvreté. Il ne faut donc pas se référer au ménage, mais bien tenter de voir quelles sont les situations différenciées que vivent les femmes et les hommes dans les couples hétérosexuels. Ainsi, le simple fait de vivre ensemble, d'être mariés, va avantager les hommes et désavantager les femmes dans une société contemporaine qui connaît des lois pourtant égalitaires, comme le garantit la Constitution, mais inégalitaires dans leurs effets, comme le montrent les approches sociologiques, mon stupide métier. Parmi ces mécanismes légaux et d'autres
dispositions qui vont intervenir, on peut trouver, sous réserve d'éventuelles modifications législatives qui seraient intervenues dans l'intervalle, notamment dans le travail, par exemple, des avantages extralégaux dont vont bénéficier une grande majorité d'hommes. Par exemple, les voitures de société. Il y en a à peu près 800 000 en 2014 et je disais encore hier qu'une disparité existe entre hommes et femmes. Les premiers sont environ 25% à bénéficier d'une voiture de société, tandis que les secondes ne sont que 12%. Et à secteur, âge et statut identiques et pour des entreprises de taille comparable, les hommes reçoivent 2,9 fois plus de voitures de société que les femmes. Alors, il y a d'autres dispositions, et ça, parfois quand je dis ça, les gens sont un peu étonnés, et pourtant je l'ai encore retrouvé récemment dans un contrat de réduction de chômage, donc de plan de réduction de chômage. On peut aussi trouver des allocations pour conjoints au foyer, qui vont donc favoriser les hommes. Alors, évidemment, les hommes, pourquoi ? Parce que dans l'écrasante majorité des travailleurs qui ont une conjointe au foyer, ce sont en général des hommes. On a plus rarement des femmes qui ont des conjoints au foyer. On a également quand même des problèmes au travail pour les femmes, puisqu'aujourd'hui, l'emploi ne constitue plus un barrage à la pauvreté. Comme le montre l'enquête réalisée par Solidaris, 48% des travailleurs et travailleuses sont aujourd'hui dans l'incapacité d'épargner, et parmi elles, 69% de familles monoparentales, c'est-à-dire donc des familles qui ont à leur tête une mère. Vous savez certainement que les salaires minimums sont déjà largement insuffisants, qu'ils sont en général gagnés par des femmes et que la proportion des femmes en temps partiel, c'est-à-dire 44% d'entre elles, rendent une vie autonome quasiment impossible. Alors, Laïla en a parlé tout à l'heure, mais dans le champ du droit social, on a encore des discriminations, alors qui sont de type indirect cette fois, en ayant des droits sociaux qui sont basés sur une référence familiale, à nouveau, alors que le travail connaît une contractualisation individuelle. Ces droits avantagent les travailleurs ayant une femme au foyer ou avec une carrière interrompue, comme le montre la pension auto-ménage, qui permet à un homme marié de majorer de 25% l'ensemble de ses années de carrière s'il était marié au moment de sa retraite, et ce, même pour les années où il n'était pas marié, et que sa femme a une pension trop faible et inexistante, qu'elle laisse donc tomber, ses cotisations n'ayant servi à rien à ce moment. Si la mesure est applicable aux femmes également, évidemment, puisque la loi est dite égalitaire, les écarts et les normes sociologiques entre hommes et femmes font que ce sont les hommes qui en bénéficient, ce qui constitue également une discrimination indirecte. Alors, on a la branche chômage aussi, le statut des cohabitants fut créé dans les années 80 car il concernait surtout des chômeuses. Si les statistiques montrent aujourd'hui des situations plus équilibrées entre les sexes, ce statut reste complètement injuste puisqu'il est familialiste et que la référence est en effet la famille, alors même que l'ex-travailleuse ou l'ex-travailleur a cotisé pour son droit au chômage comme les autres. On a également le champ du droit fiscal, dans lequel on a des mécanismes qui continuent, par le biais notamment du quotient conjugal, de permettre des exonérations d'impôts à ceux ayant une conjointe au foyer, des hommes en général. Comme vous le savez certainement, lorsque les époux ou les cohabitants légaux font l'objet d'une imposition commune, le quotient conjugal peut être appliqué. Et concrètement, on applique le quotient conjugal lorsque l'un des partenaires a un revenu professionnel qui représente moins de 30% du total des revenus professionnels des deux partenaires. Je vous laisse deviner quelle est la personne qui est dans la situation. Alors, il est à noter, au-delà de ce que je viens de vous raconter, qu'on peut aussi également trouver ces trajets, ces situations de fait, dans l'héritage. Alors, l'héritage, on pourrait dire, tiens, aujourd'hui, c'est égalitaire. On n'est pas, dans nos pays, les hommes reçoivent autant que les femmes, les cadets reçoivent autant que l'aîné. Eh bien, dans l'héritage, la circulation de l'argent, qui est celle qui existe dans ces faits, montre en fait que les femmes n'en disposent pas de la même manière que les hommes. Et alors, évidemment, toujours au détriment des premières. Alors, je vous renvoie là aussi au travail de sociologues, notamment Cécile Bessière et Sybille Golac, qui viennent de publier un formidable ouvrage qui s'appelle « Le genre du capital, l'argent dans la famille ». C'est vraiment un travail qu'il est impératif de consulter quand on se penche sur les aspects sexués de la circulation de l'argent dans la famille. Alors, cet argent dans la famille, il touche aux aspects de transmission, de circulation des avoirs, et donc il touche également à des aspects qui sont présents dans le divorce. Et Gaëtane de Crilloncourt en parlera certainement tout à l'heure. Donc le divorce, dont la réforme de 2007 a considérablement appauvri les ex-épouses, et certainement leurs enfants, en passant d'une conception protectrice des membres les plus faibles économiquement, en majeure partie des femmes, à celle d'une égalité déjà là, comme le dit Christine Delphi, dans le couple, égalité mythique, comme le montrent tous les travaux d'objectivation de cette non-égalité par les sociologues encore eux de la famille. Les quelques mesures qui peuvent être profitables aux percepteurs d'aliments dans le cadre du divorce sont elles-mêmes discutables. On peut voir ça notamment avec l'institution du CECAL. Le CECAL, vous le savez, c'est le Fonds de créance alimentaire. Eh bien, il fait une corrélation entre la hauteur du salaire du monoparent, dans 85% des cas
la mère, pour que le service puisse exiger de la part du père l'exercice de sa responsabilité financière. On voit pas très bien le lien, et pourtant, il y en a un qui est fait. Rappelons qu'en Belgique, près de 40% des aliments ne sont pas versés et que leur hauteur est de toute façon très faible, ce qui devrait être objectivé scientifiquement par ailleurs. Et il serait également intéressant de voir de quelle manière sont répartis les capitaux communs au couple, notamment lorsque celui-ci possède une entreprise familiale. Pour revenir aux mesures en droit du travail, droit social, droit fiscal dont je parlais tout à l'heure, on pourrait penser en fait qu'elles sont antédiluviennes, et pourtant elles sont encore d'actualité, alors même que les femmes ont montré leur formidable capacité de réussite scolaire en études obligatoires, comme en études supérieures, et leur formidable perception de l'autonomie à laquelle participe l'investissement professionnel. En récompense finalement de cet investissement, eh bien, elles voient leurs conditions de travail rester délétères, et le simple fait que 44% d'entre elles, je le disais tout à l'heure, pour 7% des hommes, soient en temps partiel, ce qui est présenté comme étant pratique pour elles par les employeurs, qui peuvent ainsi bénéficier d'avantages sociaux. Alors en fait, ce temps partiel signifie un salaire partiel et des mécanismes de compression en droit social qui ne reconnaît que la moitié des années nécessaires à l'obtention d'une carrière complète pour leur pension. Tout cela, en fait, relève simplement de l'injustice la plus scandaleuse. Que dire alors ? Eh bien que les femmes peuvent être donc félicitées, je le disais, de continuer à investir les lieux du travail et de l'autonomie financière, et peut-être du couple, malgré les obstacles qui leur sont posés, et qui sont encore plus compliqués pour celles qui sont en bas de l'échelle sociale ou en proie à des discriminations raciales dans des imbrications quasiment insurmontables. On voit donc comment les femmes sont dépossédées autant par la famille que par le travail ou que par des dispositions fiscales, et il est temps que le droit soit réellement juste avec les femmes quant à la constitution d'une vie décente et des aspects matériels qui sont indispensables pour que la précarité n'ait plus de genre et plus encore que ni l'une ni l'autre ne continue à exister. Merci de votre attention.